je suis très profondément touchée par notre humanité voilà, ce qui fait qu'on est humain finalement. Et je trouve que la transition écologique nous amène à revenir vers quelque chose de plus fondamental parce qu'on a été très très loin dans le mental qui n'est qu'un aspect de notre humanité. Et, euh, et en fait, pour ramener quelque chose de plus global. Donc peut-être juste, alors je ne vais pas partager grand-chose, mais j'avais juste envie de vous montrer une image qui est un peu ce qui fait la base de ma réflexion et de mon travail. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Je vais pas forcément, j'espère pas trop enfoncer des portes ouvertes, mais voilà. Est-ce que déjà vous voyez mon écran? Alors, on voit la mosaïque. Ah voilà, c'est bon. Mm. C'est bon. Voilà, donc on Mais appelle on cette. voit la. C'est bizarre parce que on voit. Voilà, c'est bien. Là, c'est parfait. C'est Super. bien comme ça. Super. Mm. Bon, l'approche tête corps cœur, oui, on en entend parler, probablement que certains d'entre vous s'y attellent aussi, mais c'est vrai que ce que nous apprend finalement cette connaissance de l'humain, c'est ces trois aspects fondamentaux et qu'on ne peut pas en mettre un de côté. Et c'est vrai que la tête, qui est vraiment l'élément le plus développé par notre Occident moderne, et ça fait un moment que c'est le cas, ça fait plusieurs centaines d'années, voire plus, elle est essentielle parce qu'elle permet de comprendre et d'appréhender notre univers direct, et notamment à travers les récits qu'on en fait, puisque voilà, on appréhende la réalité jamais de façon directe, mais toujours à travers notre processus, notre dispositif cognitif, notre cerveau. Et donc, cette activité mentale qui crée les pensées, la réflexion, elle est essentielle et elle va aussi créer une barrière très importante face à la transition à travers les croyances que l'on a sur nous-mêmes, sur notre monde, aussi les grands récits sociétaux qu'on a construits, comme le capitalisme, le libéralisme, qui ont montré beaucoup d'atouts, mais aussi qui montrent énormément leurs limites et surtout qui montrent leur capacité destructive de notre environnement vital. Donc en fait, c'est vrai que la tête est très importante, elle est très productive je dirais aussi de la richesse de notre monde et aussi on voit qu'elle peut plus fonctionner toute seule. Et c'est vrai que la dimension cœur, qui va être plutôt, cette fois, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, du vécu intime, des affects, mais aussi de la relation. Et les émotions, c'est vraiment un aspect qui a été mis de côté par notre société, par méconnaissance, par peur de l'émotion, peur de la peur, voilà, le sentiment que c'est quelque chose de très animal finalement, puisque c'est biologique, hein. On sait aujourd'hui que l'émotion est un élément vital dans notre fonctionnement, que en fait, l'émotion existe parce qu'elle vient nous rendre, enfin, c'est un élément d'adaptation à notre environnement direct, et donc elle est absolument essentielle. Mais forcément, elle nous échappe, elle n'est pas dans notre contrôle, et comme on est dans une société de contrôle, ces émotions étaient mises de côté. Or, on le sait, j'y reviendrai tout à l'heure, la transition nous met dans des états émotionnels, on parle d'éco-anxiété, moi je parlerai aussi d'éco-tristesse, j'ai des dirigeants qui sont très affectés par leur incapacité finalement à empêcher certaines dégradations. L'éco-colère aussi, qui peut mettre les personnes aussi justement dans le refus du changement, dans le fait que les personnes ne souhaitent pas se saisir du sujet en estimant que ça ne devrait pas être à eux de faire le changement, et parfois ils ont raison, on pourra y revenir. Voilà, donc cette dimension émotionnelle, corporelle, affective, elle est centrale. Et puis la dimension corps, que je place en dessous parce qu'elle supporte les deux autres, elle les soutient. Et le corps, c'est bien sûr, c'est le comportement, mais pas que, hein, c'est aussi nos sensations, nos réactions physiologiques à l'extérieur, aux situations. Et puis, on va voir aussi la capacité d'habiter son corps. Moi, je parle beaucoup d'ancrage. Et justement, ce corps qui va venir soutenir la tête, soutenir l'émotion, soutenir le cœur, justement, en leur permettant, donc,
ce corps qui est finalement très délaissé par notre société aujourd'hui et qui est pourtant l'endroit où justement on peut se centrer, s'aligner pour apaiser les deux autres aspects. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois éléments s'inscrivent socialement. Ils s'inscrivent dans notre environnement extérieur. Quand on parle de la tête, évidemment, on a une tête collective à travers les cultures qu'on partage, les normes sociales, les représentations qu'on partage et qui sont évidemment très, très fondamentales dans nos choix et nos décisions quotidiennes, individuelles et collectives. Et puis, pareil, le climat psychologique qui va beaucoup affecter notre ressenti. Et enfin, les conditions physiques extérieures tangibles, notre environnement extérieur qui va beaucoup aussi conditionner le vécu du corps et notre capacité à harmoniser les trois. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour montrer un petit peu que ces trois aspects sont essentiels dans nos métiers parce que ces trois aspects sont extrêmement présents. Je peux donner juste un exemple. Le corps est très important dans l'apprentissage des habitudes. Quand vous apprenez à conduire une voiture, et ben vous allez utiliser votre corps, ce sont des gestes, voilà, bien sûr, vous allez avoir votre tête qui vous explique, mais c'est une interaction constante entre les deux. Et puis la tête, notre mémoire va enregistrer tous ces gestes et au final, ça va créer une habitude qui est en fait des connexions dans le cerveau qui permettent au bout d'un moment de conduire sa voiture sans effort, de conduire sa voiture de façon quasi automatique. Et pour déconstruire une habitude, il faut réapprendre autre chose. Or, aujourd'hui, les habitudes de mobilité sont extrêmement profondément ancrées. Alors, il n'y a pas que l'habitude, il n'y a pas que la création. Parfois, il y a un attachement culturel à la voiture. Je ne vais pas trop simplifier, évidemment, pourquoi on continue de prendre nos bagnoles. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir ces interactions entre tête, cœur, corps, où l'apprentissage de la voiture, l'attachement à la voiture et l'apprentissage cognitif fait que l'habitude devient un socle difficile à bouger. Voilà, et donc du coup, pour faire bouger une habitude, on va aller agir sur ces trois niveaux. Voilà, je vais cesser de partager. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai cessé de partager? Super, très bien, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, j'avais un peu envie de vous montrer ça, pour mettre un peu l'ambiance. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais peut-être me centrer plus aujourd'hui sur les accompagnements de dirigeants que j'ai pu faire. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, pour être en capacité finalement de piloter en tant que dirigeant une transition comme celle qui est la nôtre aujourd'hui, il y a un certain nombre de défis. Alors bien sûr, comprendre ce qui se joue, parce que ce que j'observe quand même, c'est que souvent, on parle beaucoup de l'humain. On dit oui, oui, c'est vrai que l'humain, c'est important dans le changement, mais finalement, je ne vois pas beaucoup, en dehors de certaines méthodologies d'intelligence collective, qui sont plus des méthodes de travail, qui sont très pertinentes à certains moments, je ne vois pas vraiment un travail sur, finalement, qu'est-ce qui se joue? De quel niveau c'est? Alors, je vais avoir beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis. Oui, ça doit être les habitudes. Oui, c'est parce que, il y a des conflits de priorité. Oui, peut-être que c'est juste parce que les personnes, n'ont pas envie ou voilà. C'est jamais très précis. Je pense qu'un des premiers défis, c'est déjà de vraiment comprendre ce qui se joue pour être en capacité d'adresser, les bonnes choses. Je donne un exemple, je suis intervenue dans une entreprise de la cosmétique du luxe et on m'a dit: «Bah, voilà, on a un plan d'action très ambitieux, tout a été acté par la direction et finalement personne ne s'en saisit». Voilà. Donc après, il y a plein de façons de regarder les choses. Moi, je dis: «Bah, voilà, qu'est-ce qui se joue?» Alors on peut regarder du point de vue de la résistance, bien sûr, mais je me suis intéressée plutôt à la motivation. Parce que le directeur de l'innovation qui était en charge de la RSE, me disait: ils sont très motivés, mais ils prennent pas en charge». Or, du point de vue de la psychologie, la motivation est un des éléments central. Voilà. Donc si la personne est vraiment motivée, alors c'est pas le seul élément, mais la motivation est un élément fondateur puisque c'est ce qui nous met en mouvement et donc c'est l'essence qu'on met dans son moteur. Bon.
Donc, du coup, je m'intéresse à ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par motivation? Ah oui, mais en fait, ils sont très motivés en tant que citoyens. D'accord, mais quand on est motivé en tant que citoyen, dès qu'on passe la porte de l'entreprise, tout de suite, eh ben, on se retrouve avec les valeurs de l'entreprise et la culture de l'entreprise à laquelle on adhère. Sinon, on est très malheureux dans cette entreprise. Donc, du coup, juste avant, on est peut-être citoyen, mais on rentre dans l'entreprise, on n'est plus citoyen, on est salarié d'une entreprise. Et donc, ce n'est plus les mêmes valeurs. Bon, donc, je creuse ça et je dis, cette motivation ne joue pas, en fait. Et puis, finalement, il me dit, ah, mais c'est parce que sur Yuka, on est mal noté. D'accord. Alors, cette motivation, elle est du niveau du risque. Voilà, moi, j'utilise un modèle que j'ai créé sur la base des connaissances sur la motivation. Pour moi, il y a à peu près, on va dire, 4 niveaux de motivation: la contrainte, le risque, les bénéfices à agir, et puis les valeurs, les idéaux qu'on va défendre en agissant. Et donc là, on est du niveau du risque. Le risque d'être mal noté, donc il y a un risque client évident, on est du niveau 2. C'est très bien comme niveau de motivation, il faut être conscient des risques. Mais si on n'est pas conscient des bénéfices aussi que ça va avoir de changer, et si on ne sait pas quel est le sens profond de la démarche, on ne va pas aller très loin. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir le sentiment que le risque n'existe plus ou qu'il finalement il est mineur par rapport à d'autres enjeux, l'action va échouer. Voilà, donc du coup, là, on fait un travail sur la motivation, on s'y intéresse, vous voyez? Donc, c'est vrai que cette connaissance, elle permet ça. Et la motivation, ça m'a beaucoup intéressée. Très souvent aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, ça m'intéresserait de le savoir. On me dit, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui résiste? Et la motivation est souvent le parent pauvre. Or, la plupart des modèles de changement, alors il y en a des plus complexes. Moi, j'en utilise un en 7 étapes qui est complexe, très profond, très complexe, qui s'appelle le modèle transthéorique. Mais il y a des modèles très simples qui sont assez puissants et qui montrent que la motivation, le fait d'avoir construit sa motivation et le fait de se sentir capable, déjà avec ça, et aussi, pardon, troisième élément, le fait d'avoir une balance bénéfice-risque positive. Donc ça, c'est aussi lié à la motivation, hein, puisque je vous ai dit, risque-bénéfice, c'est 2 niveaux de motivation. La balance bénéfice-risque, c'est est-ce que je vois la contrainte ou est-ce que je vois les avantages? Si je vois la contrainte, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'avantages, ça veut juste dire que soit je ne les connais pas, soit je ne les entends pas. D'accord? Et puis si par contre j'ai une balance positive, je vois plus les bénéfices que les désavantages. Or, ce qu'on voit, c'est que les individus qui changent, ils ont une balance bénéfice positive, ils ont une motivation du coup suffisamment construite au niveau des bénéfices, et puis, deuxième chose, ils ont un sentiment de capacité construit. Et ça, c'est très intéressant parce que la plupart des dirigeants que j'accompagne, justement, n'ont pas ce sentiment de capacité. Le sentiment d'impuissance est quand même extrêmement partagé, tant par les équipes que les acteurs de terrain, que les dirigeants que je rencontre. C'est-à-dire que les enjeux sont tels qu'on a le sentiment que quoi qu'on fasse, ça ne servira à rien. Et par ailleurs, il se trouve que depuis une vingtaine d'années, il y a quand même une stratégie nationale d'hyper-responsabiliser les individus pour déresponsabiliser certains niveaux de pouvoir. Ce qui a la conséquence dramatique de créer un sentiment d'impuissance massif qui va faire que les individus vont se planquer derrière une forme de déni pour éviter de se prendre cette surcharge dont ils ne peuvent que faire, en fait. Et donc, le sentiment de capacité est donc très fragilisé. Or, le sentiment de capacité, c'est le fait d'être certain que je vais être capable d'atteindre mes buts. Donc, c'est très lié à la motivation, vous voyez? Et ce sentiment de capacité repose sur 2 choses. Une mémoire positive d'un changement comparable que j'aurais réussi. Donc la capacité à se souvenir de quelque chose qui me permet de me reposer sur ma compétence et mon autorité pour refaire un changement, alors soit similaire, soit à laquelle j'associe des similarités. Et la deuxième chose, c'est d'observer des gens comme moi qui changent.
Alors, ce sentiment de capacité, il nous vient de la psychologie de l'apprentissage, d'un psychologue qui s'appelle Bandura, qui est passionnant et qui est très, très connu, qui a posé les bases de cette notion-là. Elle est fondamentale. Moi, je l'ai observée et vraiment à l'œuvre à la Convention des entreprises pour le climat, où j'ai été invitée à designer une partie du programme de formation, essentiellement la session 5 sur l'embarquement des équipes, et où du coup j'ai pu assister à plusieurs sessions, à plusieurs aussi camps de base de dirigeants, donc ils étaient à peu près 15 dans chaque camp de base, et où le fait d'être ensemble, avec les mêmes enjeux, les mêmes niveaux de pouvoir, même s'il y avait des entreprises de différentes tailles, néanmoins ils se reconnaissaient. Et donc, le fait de voir les autres changer était extraordinairement soutenant. Et je me souviens d'un dirigeant, dirigeant Europe, d'un grand groupe international de spiritueux, qui, au moment de la guerre avec l'Ukraine, a dit « Mais moi, je sais pas ce que je fais là, parce qu'en fait, j'ai d'autres priorités. » Voilà, ce fameux conflit de priorités qui est quand même extrêmement présent hein, chez nos dirigeants. Et on comprend pourquoi aussi, hein, c'est pas du tout un jugement. Et il dit, ben voilà, moi j'ai un problème avec la guerre en Ukraine, voilà, on a des problèmes de fourniture de certaines céréales pour nos spiritueux, et donc je devrais être en train de gérer ça. Mais je suis là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis là. Et tout d'un coup, il me regarde et il me dit, ah, mais je sais pourquoi je suis là. C'est parce que je ne peux pas être là, parce que je me suis engagée envers le groupe et de toute façon, finalement, c'est du même niveau de priorité. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'il n'aurait pas dit ça, il n'aurait pas fait ça 5 sessions avant. Il ne serait pas venu, il se serait désisté parce qu'il y avait voilà, cette priorité majeure qui se présentait. Et là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir avoir la preuve de ça. Après, je l'ai eu de multiples fois, puisque aussi, je travaille beaucoup avec l'ADEME, avec les réseaux territoriaux. L'ADEME fournit des outils de management environnementaux pour les dirigeants des collectivités. Et j'ai vu que le fait de mettre ensemble ou de mettre en contact des maires qui changent. Voilà, je me souviens d'avoir eu un entretien avec une mère qui me disait qu'elle n'y serait pas allée si elle n'avait pas vu d'autres mères comme elle, du même niveau de responsabilité, avec des tailles de collectivité identiques, y aller malgré le manque de fonds. Parce que ça lui fait très peur, effectivement, de ne pas avoir les moyens, les compétences, l'argent, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Et le sentiment de capacité, ça se construit. Ça se construit en allant chercher aussi, alors bien sûr, il y a la compétence, donc s'assurer de ses compétences, aller chercher tout ce qu'on a été capable de faire, de faire déjà dans sa vie de dirigeant. Moi, je me souviens d'avoir en coaching individuel un dirigeant qui vraiment a fait ce travail d'aller chercher dans sa mémoire. Il avait redressé quand même l'entreprise familiale, donc ça, c'était quand même une très belle réussite. Et le fait de s'appuyer sur cette mémoire-là lui a permis de poser des jalons très forts pour la suite. Donc ça, j'ai parlé de la motivation, le sentiment de capacité, la balance bénéfice-risque, voilà un peu les défis. Je peux continuer, après si vous avez envie qu'on échange, c'est ouvert. Séverine, le sentiment de capacité, il vient un peu contrebalancer le sentiment d'impuissance, c'est bien ça? C'est ça, oui, tout à fait. Il n'y a pas que ça qui va contrebalancer. Le fait de se mettre dans l'action, de commencer des petits pas, contrebalance beaucoup le sentiment d'impuissance, le sentiment d'éco-anxiété aussi, est beaucoup contrebalancé par le fait... En fait, c'est la partie corps. Le corps, c'est réel, c'est la matière, c'est le vivant. Et le corps, c'est notre sécurité fondamentale. Le mental n'est pas un endroit qui se sent en sécurité. Le mental est insécure par nature. Il va avoir tendance à chercher beaucoup de
c'est pour ça qu'il cherche à contrôler. S'il ne se sent pas en sécurité, il va chercher à contrôler. Et donc, du coup, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est du domaine du corps va sécuriser le mental et donc l'action qui est nécessairement ce qui appartient au corps, va être sécurisant pour le mental et apaiser le sentiment d'impuissance et d'éco-anxiété, oui. Et j'ai Passionnant, je beaucoup pense qu'on de est tous en train de oui, prendre des notes, du coup. ça marche S'il y en a qui ont des et questions, allez-y, il y a Anne-Sophie qui a une question. Oui, merci. Écoutez, merci à toutes les deux, Sylvie et à vous, Séverine. Je suis en train de passer un moment formidable. Par rapport à ce que vous disiez là, sur ce sentiment d'impuissance majeur aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que quelque part dans une carrière de dirigeant, on vit quand même parfois des périodes très difficiles? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce sentiment-là est décuplé, est encore plus important que on a tous vécu des gestions de crise. Enfin, dans une carrière de dirigeant, il y a une notion d'incertitude qui fait qu'un matin, il vous tombe un truc, vous devez rester zen et traiter le sujet, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle autant, effectivement, de cette problématique d'éco-anxiété, Bon, bien évidemment, il y a tout ce qui se passe et la nécessité de changer, ça, j'en suis convaincue. Mais par rapport, puisque là, on est sur l'humain et sur, quelque part, le comportement, la réaction. Dans une vie de dirigeant, en dehors de l'environnement actuel dans lequel on est, ils ont tous vécu des situations très complexes. Donc aujourd'hui, en quoi la situation est encore plus complexe à votre avis, si tant est que vous pensiez qu'elle soit plus compliquée que dans le passé? oui. Alors, je dirais, j'ai 2 choses qui me viennent. La première, c'est le sentiment de contrôle. Je pense qu'un dirigeant peut vivre des situations extrêmement complexes, mais dans un cadre limité qui est celui de l'entreprise et même si c'est un groupe international, il y a quand même un cadre qui est connu. Exact. Alors, je me dis, je dis pas que ça va pas être terriblement anxiogène et je pense qu'effectivement ces dirigeants vivent des choses très, très complexes et difficiles, mais j'ai le sentiment que là, on rentre dans une transition sans contour. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, sans impact, une entreprise même régénérative en ce qui concerne les nouveaux modèles. Tout ça est en construction, on n'a pas beaucoup d'exemples de réussite. Et donc du coup, on navigue vachement à vue, alors qu'une FUSAC, je pense que globalement, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent quand même. Oui, c'est Et vrai. donc voilà, je dirais que ce serait la première idée qui me vient. Et la deuxième, je pense que tout dépend du niveau de conscience du dirigeant. Plus ils savent, plus ils sont angoissés. Alors, bon, après, voilà, peut-être que aussi je fréquente des dirigeants particulièrement sensibles, mais ce que je vois à la Convention des entreprises pour le climat, c'est qu'on a pris le parti pris du choc, ce Oui, qui est une exact. stratégie qui peut fonctionner, qui est très délicate à manier parce qu'il faut pouvoir ensuite aider les gens à passer à l'étape émotionnelle qui suit nécessairement, en les mettant devant de très grands experts qui sont venus parler des enjeux. Et le choc, ça a fonctionné, on les a bien déprimés. Et c'est pour ça que je dis attention à manipuler avec grande précaution. Et après, ils ont été accompagnés par les méthodes de Joanna Macy, que vous connaissez peut-être, qui est la maman de l'éco-psychologie. Et donc, voilà, après, voilà, tout travail émotionnel est indispensable après. Et c'est vrai que je pense que le groupe a été essentiel sur la durée pour soutenir. Je pense que certains se sont bien remis dans une forme de déni, pas majoritairement, mais quelques-uns, on a pu observer, qui du coup sont ressortis avec une feuille de route un peu palote, dont ils étaient très fiers.
Et voilà, mais globalement, je pense que, voilà, j'ai le sentiment que ce sentiment d'impuissance va être d'autant plus fort que la personne est consciente des enjeux et, et plus le soutien social perçu va être puissant autour, que ce soit les équipes autour, les dirigeants autour, d'autres dirigeants d'entreprise comme au sein de la CEC. Voilà, c'est vraiment ce cadre soutenant en fait. D'accord. Voilà. Merci Je sais beaucoup. pas, est-ce que Ah, oui. si, merci beaucoup. Oui, merci. Muriel, tu avais une question? Oui, effectivement, merci. Très intéressant, Séverine. Moi, j'avais une question sur les moteurs du changement. Il me semble qu'on a parlé, je reviens aux 3 pôles, hein, mais il me semble qu'on a parlé du mental, il me semble qu'on a parlé du corps via les actions, ce sentiment de capacité par l'action. Il ne me semble pas avoir vu la partie donc cœur, affect dans les moteurs qui ont été décrits. Oui, oui. Bah, merci Muriel. En fait, c'était le petit point d'après, donc c'est super. Comme ça, je peux. Alors, j'en ai parlé hein, à travers l'éco-anxiété. Donc, et donc, effectivement, alors pas tous les dirigeants que j'accompagne, mais certains sont dans l'éco-anxiété et beaucoup d'éco-tristesse. Voilà, sentiment de dégradation, de perte, voilà, la tristesse, c'est la rupture du lien. Donc, du coup, sentiment de perte d'un monde, en fait, et de rien y pouvoir. Et je pense que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens concernée aussi, hein, par ces émotions-là. Je ne me sens pas éco-anxieuse parce que je prends soin de moi et de mon alignement, mais la tristesse, en fait, hein, est quelque chose qui peut être présent. La colère a été présente à une phase de ma vie aussi où j'avais le sentiment d'avoir aucun pouvoir. Et puis, je suis revenue à: «Mais pourquoi je fais ça finalement et quelle est ma juste place?» Et mon juste pouvoir, pour revenir vraiment à ma compétence, à ma capacité justement. Les émotions, alors je ne sais pas trop comment je pourrais les aborder autrement. Peut-être vous aviez une idée Muriel ou une envie ou un partage, mais hem Non, je pose aussi la question dans un contexte où on parle d'éco-anxiété, d'éco-tristesse, mais oui, on peut avoir affaire à totalement l'inverse, oui. c'est-à-dire un déni complet, on ne se sent pas concerné. Voilà. Donc, est-ce que, comment, quel est le moteur là quel peut être le moteur? Oui. C'est ça que je pensais en Alors le posant. déni, le déni, c'est la parade à l'angoisse, hein. C'est complètement, c'est le petit fonctionnement du cerveau qui, pour ne pas faire face à l'angoisse qui semble insurmontable, va, oblitérer complètement l'information et la reléguer, pour, finalement se raccrocher à des valeurs ou une histoire qui est beaucoup plus conforme à ce qui nous rassure aujourd'hui. Donc du coup, vous avez vu les derniers chiffres sans doute, heu, qui sort d'une étude d'EDF justement, qui disait qu'on avait à peu près en France 10 de déni, heu, du risque climatique. Donc pour eux, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème. Et puis 27 qui en fait sont dans un déni plutôt de responsabilité, puisqu'ils considèrent que le changement climatique n'est pas anthropique, qu'il n'est pas dû à l'homme. Et ça, c'est un retour en arrière. Et ça, c'est typique de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est une émotion qui est connexe à la peur, hein. Donc, c'est vraiment lié, au sentiment d'insécurité, à la survie. Et donc là, voilà, c'est clair que tant que cette angoisse du changement, n'est pas au niveau national, en tout cas, tant qu'il y a pas un vrai débat sur le fait que c'est acté qu'il y a un problème, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de négociations constantes dans les médias, qui confortent cette attitude, les gens vont rester là.
Voilà, parce que l'angoisse doit sortir, en fait. On ne peut pas sortir du déni si l'angoisse n'est pas conscientisée et pas surmontée, en fait, dépassée. Alors, moi, j'en ai rencontré dans les CODIR que j'ai pu accompagner. Et quand je sais, alors en général, je demande, j'évite d'avoir la surprise quand j'arrive. Voilà, je demande un petit peu, voilà, qui est-ce qu'il y aura, et, enfin, évidemment, et où en sont les niveaux finalement de conscience et d'alliance sur le sujet. Parfois, je fais des entretiens. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai résolu ça en travaillant sur l'identité de l'organisation. C'est-à-dire, l'identité de l'organisation, c'est sa racine, c'est son ventre et c'est son cœur. Et en posant des questions du type, finalement, l'idée, c'est pas tant d'adapter l'entreprise à la RSE, mais plutôt se dire qu'est-ce que la RSE va permettre de supporter de cette identité, de soutenir dans cette identité, et qu'est-ce que ça va permettre de renforcer justement, je ne trouve pas le mot juste, mais qu'est-ce que la RSE va permettre de sauvegarder et de valoriser dans cette identité-là. Et ce que j'observe, c'est que si les personnes ne sont pas concernées par la question de RSE, ils sont concernés par l'identité de l'entreprise. Et donc, ils vont s'impliquer de ce point de vue-là. Et j'ai vu des gens bouger de façon très intéressante. C'est-à-dire que parfois, très réfractaires au travail, qui finalement sont ceux qui s'impliquent le plus, parce que ça vient les chercher aux tripes. Et je pense que la résistance au changement, elle est à la hauteur de leur attachement à l'entreprise et à sa culture. Et donc, du coup, c'est intéressant d'aller faire ce travail à ce niveau-là. Même quand on fait un travail sur la raison d'être, je pense que moi, ce que j'ai vu, j'avais fait un travail avec Nova Vista, je ne sais pas si vous connaissez ce cabinet de conseil, sur la raison d'être. On comparait en fait la raison d'être à la RSE, et j'avais pu du coup avoir accès aux entretiens qui ont fondé le rapport qui est sorti de ce travail, qui est public. Et j'avais trouvé passionnant de voir que les entreprises qui trouvaient une raison d'être vraiment transformante et qui donnaient vraiment un nouveau souffle, ils avaient été la chercher dans l'identité profonde de l'entreprise, dans sa culture initiale. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, j'essaie de partager ça parce que le déni, c'est assez délicat. En fait, le principe de déni, pour accompagner le déni, en général, ce n'est pas des gens qui vont venir vous chercher, d'accord ? Parce que c'est des gens qui sont dans le déni de leur déni. Par contre, si vous les rencontrez dans un CODIR, dans une équipe, c'est important de les impliquer d'une façon qui les concerne, plutôt que d'une façon qui ne les concerne pas. Or, si au centre du travail, ça va être la transition, comme justement ils sont dans le déni, ça ne va pas venir les chercher. Donc, c'est là le travail délicat, c'est d'aller les chercher à un endroit qui les concerne. Et du coup, c'est le pas de côté, là, c'est quoi par rapport à ça, Séverine? Oui, c'est ça, c'est par exemple de dire plutôt que de les faire travailler sur... j'ai fait un travail avec une équipe de dirigeants sur l'économie circulaire. Voilà. Et j'avais 2 personnes clairement très, très réfractaires. Pas forcément, alors après, je n'ai pas été voir si c'était complètement dans le déni ou pas, mais vraiment réfractaires, qui ne voulaient pas être là. C'était délicat. Et on a monté un atelier, non pas sur l'économie circulaire, mais sur comment on va défendre notre identité, notre histoire et notre culture interne en allant sur l'économie circulaire. J'ai inversé le bébé, vous voyez ?
plutôt que de dire qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse faire de l'économie circulaire. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus clair comme ça, Sylvie? Oui, qu'est-ce que ça nous permet de différent, finalement? C'est ça, et de préserver de ce qui est essentiel pour nous. Mmh. Voilà. Comment ça nous fait, comment ça nous élève, en fait? Mmh. Et du coup, il y a eu vraiment une forte implication. C'était génial. Alors, c'est un peu une réflexion de tout le temps, hein, parce que de chaque instant. C'est-à-dire, j'ai jamais le sentiment d'avoir trouvé la recette magique, mais j'ai refait ça avec un territoire, Mmh. en Rhône-Alpes, où là encore, j'avais 2 sacrés réfractaires parmi les élus, heu et dont l'élu aux finances, donc c'était délicat. Et pareil, j'ai proposé un travail sur, comment, on va préserver notre territoire et notre histoire. C'est un très beau territoire, très touristique, hem et très fragile, et donc comment on va préserver finalement notre territoire, heu, en allant sur cette dimension, de transformation, de transition. Voilà. Et là, du coup, tout l'émotionnel d'anxiété est absorbé Mmh. par la construction collective d'un avenir qui est vraiment désirable et qui est indispensable, parce que le territoire ne pourra pas survivre sans ça. Et là, enfin, je vous coupe, mais pour moi, il y a un mot qui est essentiel, c'est la construction collective, en fait. C'est la force du collectif, finalement. Ouais. Parce que finalement, les réfractaires, ils se fondent dans le collectif, non? Ou alors, je sais pas, peut-être je me trompe. Alors, ça dépend du collectif et ça dépend, ouais, un réfractaire peut vraiment, foutre en l'air un rendez-vous, et je suis Mmh. persuadée qu'il y a plein d'exemples ici, que vous seriez tous prêts à témoigner. Mmh. La force de l'énergie contraire peut être très problématique, surtout si le dirigeant a beaucoup d'autorité, Mmh. et sur le collectif, justement. Donc du coup, ça, c'est quelque chose à préparer très en avance, et moi, ça m'arrive d'appeler une personne que je sais qui n'est pas acquise, pour lui demander qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit acquis pour lui. Mmh. Mmh mh. Et du coup, de créer une alliance à travers le fait qu'il m'a expliqué quoi faire. Alors, c'est pas de la manipulation, parce que je sais qu'à tout moment, il peut me voler dans les plumes, en Mmh. atelier. Mais dans ces cas-là, évidemment, je suis pas seule face au groupe. Il faut des alliances fortes. Il faut que le commanditaire soit évidemment membre du CODIR. Voilà, il y a quand même des règles de base que vous connaissez tous, que le mandat doit être d'une grande clarté. Voilà, et ça m'arrive de demander carrément à l'entrée: «Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir et qu'est-ce qui va faire qu'on va échouer?» Bien sûr. Mmh. Voilà, et ça, c'est vrai que ça peut être un peu confrontant, mais au moins, les choses sont dites. Mmh. Et puis je pense que chez nous, pour nous, métiers de conseil, d'accompagnement, je crois que travailler notre propre autorité, hem, c'est marrant parce que j'accompagne une dirigeante, sur justement ça en ce moment, sur son autorité. Parce que jusqu'à présent, c'était son DG qui, affirmait la vision et l'engagement RSE, et elle qui, du coup, par derrière, bah, me proposait et appliquait, était plus en mode accompagnement, et puis le DG devient, PDG, président, pardon, et c'est une femme qui le remplace, et du coup, c'est elle qui va devoir assumer cette autorité-là, et moi, je pense que nous, acteurs, cette autorité-là qui est à la fois, bien sûr, une compétence, une connaissance, mais aussi, une légitimité. C'est-à-dire de se donner cette légitimité dans l'intervention, parce qu'on va être déstabilisé par des gens, puissants qui considèrent que ce changement-là n'est pas forcément une priorité. Voilà, je trouve que c'est bon, pour moi, ça passe beaucoup par l'alignement, par le corps, par le fait de beaucoup m'ancrer. Je pratique le qigong, j'ai fait
voilà, de la méditation, du yoga, de la marche. Et les dirigeants que j'accompagne, ils ont des travaux pratiques d'ancrage. C'est très sérieux, je vous promets. Et je leur demande d'habiter leur corps, en fait, et de prendre ce chemin d'habiter leur corps et d'aller marcher dans la nature et de prendre soin d'eux, parce que sinon, le mental, ben voilà, on a l'impression qu'on maîtrise, mais en fait, le mental, il peut devenir assez foufou quand même, hein, partir dans des délires, ou les émotions, hein, devenir maître de notre décision, de notre choix. On se rend pas souvent tout à fait compte, mais la première réaction de notre organisme à une situation, c'est une émotion. Bien sûr. C'est l'émotion. Voilà, donc même si elle est imperceptible, on est toujours, même si la réactivité est microscopique, c'est une émotion. Et c'est après que le mental élabore par rapport à sa mémoire des situations. Et donc, du coup, moi, ce que je vois, c'est que le corps fait que tout ça est beaucoup plus calme. Et il y a des études très sérieuses, d'ailleurs. J'essaie de retrouver la petite vidéo. Il y a en fait un neuroscientifique qui explique que notre cerveau, il est en oscillation, comme ça. Et pour bien fonctionner, il doit osciller. Alors, quand il est up, quand il est en haut, c'est qu'il réfléchit très fort, il est en raisonnement, en extrapolation, voilà, en création mentale. Et puis quand il redescend, c'est parce qu'en fait, il se repose. Voilà. Et donc, pour faire ces oscillations, ça veut dire qu'il y a certains moments, régulièrement, il faut être ailleurs que dans sa tête. Il faut être plus dans son corps et dans la respiration notamment. Et c'est ça qui va faire que le mental va se reposer et se détendre pour être en capacité à nouveau avoir des idées. Voilà. Et quand on bosse non-stop, comme ça, un peu, qu'on a des journées très, très longues, et ben, cette oscillation, elle ne se fait pas. Donc, du coup, le simple fait de se lever de sa chaise, d'aller faire quelques pas très lents. Je me souviens d'avoir fait, il y a quelques semaines, marcher toute une équipe, comme ça, RSE, et puis il y avait aussi quelques dirigeants, juste dans les couloirs, pour sentir cette base, en fait, et le fait que tout s'apaise et qu'à la fois, on devient beaucoup plus capable de décider, de réfléchir, par rapport à des situations complexes. Et là, les dirigeants, ils se laissent faire sur cet ancrage, ces exercices d'ancrage? Eh ben, il y en a alors, en formation, comme je les guide, ils adorent. Puis je le fais faire de différentes façons, avec des différents exercices. Je pourrais en parler d'un en particulier, parce qu'on parlait d'émotions, Muriel, et je vais y revenir après. Mais quand c'est en coaching, comme c'est souvent à distance, en visio, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà. Simplement, je rappelle, je dis: «Bon, on en est où de ça? Les petites choses à faire?» Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça prend. Au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Parfois, ils viennent faire une séance chez moi. J'habite, entre Grenoble et Chambéry, en moyenne montagne, et ils font une balade juste à la cascade, et j'en ai eu 2 qui ont eu de profondes révélations, ouais, sur ce qui était essentiel pour eux, et d'alignement, en fait. Et c'est ça, je trouve ça génial, quoi. Et justement, Muriel, par rapport aux émotions, on parle des émotions désagréables jusqu'à présent. Il y a aussi toutes les émotions agréables. Et du point de vue neuroscientifique, ce qu'on sait, c'est qu'on se sent vraiment équilibré quand on a 75% d'émotions agréables et 25% d'émotions désagréables. Donc notre société a un peu à bosser là-dessus. Et en fait, de plus en plus, les équipes que je forme me demandent, ou même maintenant je leur propose, mais c'est venu beaucoup d'une demande, de travailler notamment la fierté. Alors, c'est des équipes RSE qui sont au front, comme nous, et du coup, qui sont beaucoup dans les difficultés d'embarquer, les difficultés du changement.
et donc qui sont dans le sentiment d'impuissance, parfois dans l'éco-anxiété, donc ont besoin de ressources. Or, les émotions positives sont des ressources phénoménales. Et travailler la fierté, c'est quelque chose qui est contre-intuitif socialement, parce que très souvent, on a honte d'être fier. Je me souviens d'un directeur, un DG, qui m'a dit: «Mais je ne peux pas être fier parce qu'en fait, je ne suis pas du tout arrivé au bout». Je dis: «Mais tu n'arriveras pas au bout, c'est une démarche d'une vie, en fait. C'est la démarche de ta carrière que cette transition pour ton entreprise. Donc du coup, dis-toi juste que déjà d'être fier du chemin pour pouvoir continuer. Voilà. Donc ça a été un drôle de chemin. Il a fallu que je le fasse passer par d'autres endroits parce qu'il ne voulait pas être fier. Voilà. Donc il y a beaucoup ça, il y a beaucoup cette réticence. Or, la fierté, c'est une émotion fondamentale, déjà d'ouverture, comme la joie, hein, c'est des émotions vachement ouvertes. C'est la posture de la fierté, c'est quand même un truc très comme ça ouvert. Donc c'est une émotion très collaborative, comment on pourrait dire, qu'on peut partager. Et c'est une émotion qui rend encore plus capable d'agir, qui facilite la collaboration, qui facilite la relation. Il y a plein d'atouts à cette émotion. Moi, j'ai la chance d'avoir été formée par 2 extraordinaires docteurs en psychologie à l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est la société de formation Qualia Institut et donc une formation très exigeante, mais qui m'a tellement appris sur les bénéfices de ces émotions qui sont souvent méconnues. Et donc la fierté, voilà, ça c'est quelque chose de génial. La joie aussi, le plaisir de faire ce qu'on fait, de changer. On parlait de la motivation. Alors, si ma motivation, c'est effectivement de changer le monde, les autres, je vais aller vers beaucoup d'échecs et beaucoup de désappointements, en fait. Mais si ma motivation, c'est parce que je suis passionnée par ce métier, moi, je suis revenue beaucoup, hein, c'est à ma propre motivation, parce que je m'épuisais. J'allais un peu dans tous les sens, voulant être partout, parce que j'avais le sentiment que j'en sais jamais assez. Et donc, du coup, pourquoi je fais ce métier? Voilà. Parce que j'ai de la joie à comprendre cet humain et à être en lien et voilà, à transmettre ces connaissances et à accompagner ces humains qui font ce qu'ils peuvent et qui sont magnifiques dans la transition. Voilà, ça, c'est vraiment ma motivation, c'est le sens que je mets dans ma démarche. Et donc, du coup, cette émotion de joie et de plaisir, elle est très présente et elle va être hyper soutenante. Et il se trouve que je me suis beaucoup intéressée aux travaux de 2 psychologues américains que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Deci et Ryan. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vraiment le livre qui a été écrit sur leur travail. Alors, ce n'est pas par eux, mais par un journaliste, mais c'est bien écrit, qui s'appelle « Ce qui nous motive », je crois. Et qui, voilà, la seule limite, c'est que ça parle que de leurs travaux. Donc, il y a d'autres choses sur la motivation, mais c'est toujours très intéressant. Et qui disent qu'un des grands moteurs, une des grandes conditions à la motivation, c'est le plaisir. Le challenge et le plaisir. Voilà. Et du coup, l'émotion, elle devient centrale et c'est vraiment intéressant. Alors, travailler les émotions, après, c'est un vaste sujet, hein. Il y a plein de façons de le faire et peut-être des gens qui le font ici. Qui travaille les émotions? Qui veut partager? Marina, tu peux prendre la parole. Ah, mais elle nous quitte, Marina. Je me permets, du coup, pour moi, dans ce que vous dites sur l'émotion et sur... je pense qu'il y a une notion qu'on n'a pas encore évoquée qui est capitale, c'est la notion d'authenticité. Mmh. Vous voyez, je pense que moi, dans la façon dont j'ai pu gérer et mes équipes et les situations, etc., ce qui a toujours été très important pour moi, est-ce que honnêtement, j'ai aucun mérite parce qu'en fait, c'est un peu naturel, c'est que je reste très authentique
Alors parfois, effectivement, peut-être trop impulsive dans mes émotions, mais les gens savent que quand je dis une chose, quand on vit ensemble une situation, je ne joue pas. C'est vraiment moi. Donc je pense qu'effectivement, ce qui peut être un des grands moteurs, c'est l'authenticité aussi. C'est une forme de, comment dirais-je, de vérité, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est Ouais. aussi, ça aide beaucoup à embarquer, à rassurer, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Par contre, quand je dis une chose et quand je vis un truc, c'est vraiment moi. Enfin, voilà. Juste food for thoughts. Voilà. Là, j'adore Anne-Sophie, merci. Je pense que c'est une grande force. J'essaie aussi beaucoup de l'appliquer et ça demande beaucoup de courage aussi parce que ça demande de ne pas être pris dans les jeux de pouvoir, les jeux d'ego aussi. Toute cette image qu'on a envie de montrer de soi plutôt que cette authenticité. Et en fait, effectivement, je pense que quand on accompagne des dirigeants, dire la vérité, c'est-à-dire ce qui nous semble vrai dans le moment. Enfin, moi, c'est comme ça que je parle de cette authenticité. Je ne sais pas, vous me direz, Anne-Sophie, mais je trouve que c'est très puissant. C'est un outil très puissant parce que c'est lié au moment. Donc, c'est exactement ce dont a besoin le groupe à ce moment-là. Voilà. À ne pas confondre effectivement avec l'impulsivité. Mais ça, après, voilà, on a le droit d'être impulsif aussi parfois. Moi, je vais m'autoriser à faire une remarque. Je le fais jamais, mais là, ça me choque ce soir. Nous sommes 14. Bon, il y en a qui sont partis, mais c'est pas très grave. On a un seul homme avec nous. Oui, exactement. Ouais. Et ouais, je te remercie d'être là. Et je Avec grand suis plaisir. interpellée par ça. Je suis très interpellée. Je ne sais pas, Séverine, ce qu'on peut faire avec ça et ce que ça dit de nous, quoi. Mais en tout cas, ça me questionne. Mmh. Donc, je sais pas, dans vos expériences avec les dirigeants, majoritairement, on a quand même des hommes qui sont à la tête des entreprises. Il y a quelques femmes, mais elles Ouais. sont encore rares. Voilà, donc moi, ça me questionne tout ça. Bah, majoritairement, j'accompagne des femmes. D'accord. J'ai aussi des hommes, mais plutôt en équipe. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'en tout cas, sur l'accompagnement individuel, c'est plutôt des femmes. Et après, bah oui, en codir, c'est plutôt des hommes. Enfin, il n'y a pas que des hommes, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse éventuellement? Mais Est-ce qu'il est socialement plus accepté que les femmes s'intéressent aux émotions et que les hommes soient plus la tête et la froideur? Moi, je sais que j'ai été dirigeante et donc j'ai adopté les codes de la masculinité et donc en montrant la force, etc. Et donc j'étais authentique sur ces aspects-là. Par contre, un jour, j'ai eu un décès dans ma famille et donc j'ai pas pu faire autrement que me laisser aller à quelques pleurs au travail. Et là, j'ai vu que les gens me regardaient en se disant mais elle a un cœur aussi. Et donc il y a eu quelque chose qui s'est passé en se disant bah, il n'y a pas que le côté je suis forte et puis je me blinde. Et donc je sais pas, je pense que malheureusement on est éduqué plus à se laisser aller sur les émotions, tout le panel plutôt que les garçons. Et je pense que ça change, mais c'est mon interprétation. oui, ça me parle. Après, c'est curieux, c'est vrai, cette idée que ne pas avoir d'émotion rend fort. Parce qu'en fait, ça rend très fragile en réalité. Ça rend très fragile parce que du coup, il y a toute cette accumulation en fait. Et je pense qu'on a cette chance, nous les femmes, peut-être de pouvoir un peu plus après, je laisserai, de partager notre homme du jour. Mais on pense qu'en contrôlant l'émotion, on va devenir fort, alors qu'en fait, il s'agit vraiment d'une maîtrise. Et moi, j'ai eu cette chance j'ai fait 2 chemins avec l'émotion. Un premier par le corps, parce que j'ai pratiqué le yoga très jeune et que mon maître de yoga, qui était un maître authentique,
m'a enseigné un yoga des émotions qui est très rarement enseigné et qui est très peu connu, qui consiste à rencontrer l'émotion de façon complètement corporelle, apprendre à la sentir de façon de plus en plus fine et à voir comment on peut laisser tout l'espace dans le corps à cette émotion pour qu'elle fasse son cycle. Parce qu'une émotion dure quelques microsecondes, quelques secondes. Et c'est le mental qui va récupérer l'émotion et raconter une histoire et la maintenir pendant des heures, des jours, des mois, des années, des décennies, voilà. Et donc du coup, c'était assez génial parce que ça m'a permis de rencontrer physiquement l'émotion, de voir que de plus en plus ça devenait fluide et libre et que ça se vivait et que ça me faisait pas réagir en fait. J'agissais plus sous l'emprise de la colère, de la peur, de la tristesse parce que j'avais cette possibilité de laisser l'émotion se vivre, faire sa boucle. Et puis aussi de voir tous les mécanismes qui essaient de manipuler l'émotion, d'en faire quelque chose, soit de la cacher sous le tapis, soit d'argumenter pour essayer de la justifier, soit de dire c'est pas bien, d'être en colère, cache ça, évite que ça se sache trop, c'est pas très sympa, etc. Bon bref. Et puis après, je suis passée par une voie plus intellectuelle avec ces 2 chercheuses ça m'a appris un autre pan de l'émotion parce que c'est vrai que mon premier apprentissage est un petit peu long, donc du coup, c'est vrai que lors d'ateliers, c'est pas vraiment faisable, en fait. Par contre, voilà, il y a des méthodes plus adaptées à l'entreprise et donc du coup, ce qu'on voit, c'est que la maîtrise de l'émotion qui est à la fois cette capacité à la laisser vivre sans la juger et la deuxième chose aussi, c'est de mettre en place des stratégies pour qu'elle devienne intelligente, pour savoir l'utiliser avec intelligence, plutôt que de décider sous son emprise, hein, ce qui est quand même la majorité du temps notre cas. Et ben justement, c'est ça qui rend fort. Voilà, parce que ça fait que quand l'émotion est là, on n'est pas désaligné. Voilà. Voilà. Super intéressant. Ouais, si tu veux nous dire un petit mot ou pas? Non, je suis passionné par ce que Séverine nous a partagé avec nous. Enfin, moi, j'ai toujours été très sensible à ça, effectivement. Je vais pas mettre sur mon compte Facebook une photo de moi en train de faire du kitesurf, mais plutôt faire du yoga. Voilà. Chouette. Est-ce qu'il Je y a fais aussi le des... kitesurf, hein. Ouais. Qu'est-ce qui a envie de partager? Ce qu'il enfin, comment ça résonne pour vous, tous ces partages-là, ce soir? Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Merci Séverine déjà, c'est super riche. Franchement, c'est très énergisant, en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, dans tout ce que vous nous avez partagé ce soir. Très chouette. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, qui n'ont pas pris la parole? On ouvre le champ encore, pour, si jamais il y a des gens qui ont envie de s'exprimer. Non. Par quoi allons-nous conclure, Séverine? Hélène, elle va nous laisser. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Alors, moi, je pense que il y a des fondamentaux que tu nous as transmis, j'aimerais que tu nous les encapsules là, vraiment. J'ai besoin de ça. Les motivations, les émotions. Et j'ai beaucoup aimé cette balance risque et bénéfice. Ça, pour moi, c'est au cœur du dispositif. Donc voilà, réencapsuler un petit peu ce qu'on doit retenir, avec quoi on peut repartir. En tout cas, moi, je repars avec cette notion de balance. Et puis, un truc super fort, c'est finalement, parce que j'avais quand même cette croyance limitante de dire que oui, dans l'entreprise, les émotions, quand on les exprime, égale je suis faible et j'avoue ma faiblesse. Or, tu nous as fait la démonstration du contraire et comment elles peuvent nous rendre forts. Et ça, je trouve ça super. Merci. Génial. Quel cadeau. Ouais.
Du coup, tu voulais que je réencapsule. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu veux peut-être. exactement? Tu veux que j'ai pas trop d'idées là qui me viennent comme ça. Non, mais après, sinon, je pense qu'on est bien là. D'accord, bah super. On est bien. Nickel. Joie, plaisir, ce que je retiens aussi, c'est ça. C'est des choses qui permettent de se mettre dans ce sentiment de capacité. Et ça, c'est super chouette. Merci beaucoup. Merci infiniment de ta Merci à vous, gentillesse, de nous merci. avoir accordé cette heure dans ton planning très chargé pour notre communauté. Le webinaire a été enregistré, donc on pourra vous envoyer l'enregistrement à vous tous qui étaient présents si vous voulez recapturer des choses. Un très grand merci à vous tous sur un petit déjeuner de networking pour les Green Angels à la rentrée au mois de janvier. Je vous enverrai la date, je n'ai pas encore fixé, mais en tout cas, ce sera l'occasion de se retrouver physiquement quand même pour souhaiter la nouvelle année. Voilà. Merci beaucoup. Merci Un grand Sylvie, merci merci. Séverine, et merci à tout le monde. C'était vraiment un super moment. Merci Passez une belle beaucoup. fin d'année. Merci. À bientôt. À Bonne année à bientôt. vous. Bonne fin Merci d'année. Séverine.